Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 23 novembre. Voici le programme de ce soir. Les élections pour la présidence du parti politique Les Républicains dans les Yvelines débutent ce dimanche. Qui succédera à Pierre Bédier? Deux candidats se font face. Philippe Bennassaya, l'actuel vice-président du département, et Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, ont fait le point en début d'émission. Menace pour la biodiversité, coût des travaux disproportionnés. Le réaménagement de cette mare au canard à Chevreuse fait polémique. Le projet prévoit la construction d'un ponton et d'une passerelle. En colère, les habitants dénoncent un projet inutile et inadapté. Ils ont lancé une pétition qui a déjà réuni 10 000 signatures. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour ce week-end. Au programme de ce soir, deux festivals, un de métal et un de blues, de l'art et de la musique, mais aussi le spectacle de La Belle et la Bête au château de Maisons-Laffitte. Nous vous parlerons également de l'engouement autour du modélisme dans les Yvelines. Ces trains et bateaux miniatures ont la cote. Enfin, en seconde partie d'émission, nous retrouverons l'invité du 7-8. Samedi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce soir, nous serons avec le directeur de l'association France Victimes 78 pour parler de son combat aux côtés des femmes victimes d'agression. Il sera avec nous en seconde partie d'émission. Avec moi pour l'instant, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Comme d'habitude, le jeudi, vous venez nous présenter vos idées de sortie pour le week-end dans les Yvelines, mais également les informations du jour à retenir dans le département. De quoi est-ce que vous allez nous parler ce soir ? Eh bien Mathilde, on parlera notamment du lancement de la grande collecte annuelle de la Banque alimentaire. Ça se passe demain. On parlera aussi de cette étude de l'INSEE qui vient de sortir. D'après elle, les Yvelinois seraient de grands adeptes de la voiture. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. Mais avant, nous allons parler de l'avenir de la droite dans les Yvelines. Les adhérents du parti Les Républicains 78 doivent choisir leur nouveau président ce dimanche 26 novembre et lundi 27 novembre. L'actuel chef des LR dans le département, Pierre Bédier, cède sa place. Deux candidats se font ainsi face à face. Othman Nasrou et Philippe Bennassaya. Grégory Canalé nous aide à y voir plus clair. La droite yvelinoise face à un tournant après une vingtaine d'années à la tête du RPR, de l'UMP puis des Républicains 78. Pierre Bédier ne remplit pas pour un nouveau mandat. Deux candidats se font face pour devenir le nouveau président de la fédération départementale des LR, Philippe Bennassaya et Othman Nasrou, tous deux vice-présidents des Républicains des Yvelines et élus localement. Philippe Bennassaya veut mettre son expérience à contribution. Il a été maire de Bois d'Arcy entre 2014 et 2020 et député des Yvelines pendant 2 ans entre 2020 et 2022. L'actuel vice-président du conseil départemental est soutenu par Pierre Bédier. Pierre Bédier m'avait informé il y a déjà des mois et des mois qu'il arrêtait la présidence des Républicains 78 et je lui avais dit si c'est dans ce cas-là, si tu arrêtes, je souhaiterais me présenter pour continuer le travail, mais renforcer la dynamique, et on en reparlera, mais un peu rajeunir les cadres et trouver des nouveaux moyens de militer. Parce que les Républicains sont un parti classique, conventionnel, et c'est vrai que quand on voit l'offre aujourd'hui en France, il y a des partis qui ont adopté des moyens de militantisme beaucoup plus modernes. Face à lui, Othman Nasrou, proche de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, dont il est l'un des vice-présidents. Le conseil municipal d'opposition à Trappes était déjà candidat en 2018 aux côtés d'Alexandra Dublanche. Il souhaite un renouvellement au sein de la fédération. Moi, quand j'ai fait cette candidature, je l'ai fait pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai considéré qu'il fallait absolument qu'on refonde la droite, que le travail à faire était colossal et que l'idée qu'on pouvait continuer comme avant sans rien changer est une idée suicidaire pour la droite qui va disparaître si on ne se renouvelle pas et si on ne va pas au bout d'un certain nombre de convictions. Et donc j'ai été voir absolument tout le monde, y compris Philippe Bennassaya et vraiment tous les grands élus de notre département pour leur présenter ma démarche. Et j'ai tout de suite eu beaucoup de soutien. Je souhaitais aussi travailler avec tout le monde. Et je vous le dis très simplement, au lendemain de cette élection, si je suis élu, je travaillerai naturellement avec absolument tout le monde. Le futur président aura pour mission de donner un nouveau souffle à la droite yvelinoise en perte de vitesse. De nombreux maires les Républicains encore, mais aucune circonscription décrochée lors des dernières législatives et un nombre d'adhérents en diminution dans le département. De 4 600 en 2018 à près de 4 000 aujourd'hui. Seuls les adhérents LR voteront en ligne pour ce scrutin interne programmé les 26 et 27 novembre. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines.
Et on commence ces informations, Gabriel, par la Banque alimentaire qui lance sa grande collecte annuelle demain. Oui Mathilde, elle se déroule les 24, 25 et 26 novembre. Comme chaque année, vous pourrez retrouver les bénévoles équipés de leur gilet orange dans de nombreux magasins pour récupérer des produits alimentaires et d'hygiène. L'an passé, l'initiative avait permis de couvrir 10% des besoins d'approvisionnement, soit 24 millions de repas pour la Banque alimentaire Paris-Île-de-France. 117 000 bénévoles sont déjà mobilisés. Une collecte d'autant plus importante avec l'inflation car les prix des ressources augmentent, ce qui fragilise la Banque alimentaire. Vous pouvez aider la collecte. Pour ça, rendez-vous sur le site jeveuxaider.gouv. On poursuit ces informations avec une pétition lancée par le maire des Clés-sous-Bois, Philippe Guiguen. Oui, après le courrier, la pétition, Philippe Guiguen appelle tous les élus de France à signer et à relayer cette pétition pour engager une réforme des mécanismes financiers. En octobre dernier, on le rappelle, il avait déjà adressé un courrier au président de la République pour dénoncer le désengagement de l'État sur les finances des collectivités locales. Et malgré le réchauffement climatique, nous serions de plus en plus nombreux dans les Yvelines à avoir une voiture. Oui Mathilde, je vous en parlais. D'après une étude de l'INSEE, plus on s'éloigne de la capitale, plus la part des ménages équipés d'une voiture augmente. En 2019, le taux d'équipement automobile dans la Grande Couronne était de 83,4% pour 33,5% à Paris. Et alors comment est-ce qu'on peut expliquer cet écart ? Et bien justement, selon l'INSEE, tout dépend du profil du ménage. Les personnes qui vivent au moins avec un actif ou qui résident dans une maison détiennent le plus souvent une voiture. L'âge du ménage a aussi son importance car à partir de 55 ans, le taux d'équipement automobile progresse. On poursuit avec une bonne nouvelle, Gabriel. Le 30 novembre prochain, Paris 2024 met en vente 400 000 nouveaux billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, une bonne nouvelle et il faudra être à l'heure parce que les places seront mises en vente sur le site de Paris 2024 à 10h. Elles sont prévues pour assister à n'importe quelle compétition sportive, sauf le surf car la réservation n'est pas obligatoire. Sachez que la vente concernera aussi les rencontres qui étaient en rupture de stock. Pour ce qui est des prix, Mathilde, ils sont plutôt abordables. Un tiers des billets seront à 50 € et près de 2 tiers à moins de 100 €. J'ai déjà mis une alerte sur mon téléphone, personnellement. D'autres billets sont aussi mis en vente, Gabriel. Ce sont ceux de l'Electric Park Festival. Oui, il s'agit des passes confiance. Si vous faites confiance aux organisateurs et que vous souhaitez prendre vos places avant même de connaître la programmation, c'est possible et ce, dès maintenant. Ces passes confiance VIP comprennent des espaces privés, des bars ou encore un accès gratuit aux animations. Les billets sont disponibles sur shotgun.live. Le festival aura lieu les 30 et 31 août 2024. Vous avez un peu le temps. Merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. D'ordinaire si paisible, la colère gronde en vallée de Chevreuse. Les habitants ne comprennent pas le projet de réaménagement de la mare au Canard mené par la mairie. Si les travaux pour construire une passerelle et un ponton sont déjà en cours, les tensions persistent. Les Chevrotins dénoncent un projet inadapté, inutile et trop coûteux. C'est le reportage de Julien Leroy et de Aurélie Lafelle. Une passerelle, un ponton, un marais et un nid d'observation, supérieur à 3 mètres de hauteur, prendront place dans cette mare au Canard à Chevreuse. Un projet entrepris depuis août 2023 par la municipalité sur ce point d'eau de 3000 m². Ce projet est critiqué depuis sa mise en place par l'association Chevreuse, Environnement et Patrimoine. Selon eux, l'écosystème a été détruit. L'association craint une forte augmentation du nombre de visiteurs car le site est au pied de la vallée de Chevreuse. Chevreuse Environnement et Patrimoine est une petite association très récente à Chevreuse et a eu l'idée de lancer cette pétition en ligne pour dire son opposition au projet d'aménagement de la mare au Canard, dont le chantier a été lancé récemment. On se trouve face à un écosystème qui est extrêmement perturbé et qui sans doute se reconstituera puisque la nature est résiliente. Mais était-il nécessaire de créer tous ces tourments à la nature pour un projet d'aménagement dont la pertinence échappe? La pétition a recueilli 10 000 signatures, mais pour la maire de Chevreuse, ce chiffre est à sous-évaluer.
Dans ces 10 000 personnes, je ne sais pas si vous avez regardé de près, il y a du Guatemala, du Canada, de l'Afrique du Sud, des gens signent de partout. Donc ça déjà, je suis très heureuse de voir que les enjeux environnementaux intéressent bien au-delà de nos frontières. L'ambition, c'était de remettre en valeur cet espace de manière à ce que tout le monde puisse y trouver son compte, avec un volet environnemental, un volet biodiversité et également un volet pédagogique. Les travaux sont estimés à plus d'1 million d'euros. Les subventions s'élèveront à 280 000 euros. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, restez bien attentifs. Le restaurant américain Ollie's Dinner s'implante au Clé-sous-Bois début décembre et l'enseigne recrute. 30 postes sont à pourvoir en cuisine, en salle ainsi que pour le personnel encadrant. Grégory Canalet est allé à la rencontre du directeur général du restaurant. C'est un concept de restaurant américain des années 50-60. Donc vous allez retrouver chez nous tout l'univers Marilyn Monroe, Elvis Presley, la musique, le cinéma. On ouvre un nouveau restaurant dans le centre commercial Alpha Park le 6 décembre au Clé-sous-Bois. Pour l'ouverture du restaurant, on recrute environ 30 personnes en cuisine et en salle, donc il y a à peu près tous les postes d'encadrement, que ce soit chef de cuisine, second, chef de partie, mais également directeur ou directrice, adjoint de direction, leader, et mais aussi des serveurs, bien entendu, des cuisiniers, des commis de salle ou des commis de cuisine. Vous pouvez encore postuler, il reste quelques postes en salle essentiellement, et on cherche uniquement des CDI temps complet 39 heures. Plusieurs créneaux, on va dire, soit sur Indeed, soit avec le Pôle emploi, soit sur notre site internet olliesdiner.fr, mais également en postulant directement en venant au restaurant ou sur l'adresse mail olliesplaisir@olliesdiner.fr. Allez, comme chaque jeudi, c'est l'heure à présent de passer à notre page loisirs. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour ce week-end. Gabrielle, on commence avec de la musique. Oui, Mathilde, avis aux fans de métal, le festival Metal Sphere revient dès vendredi et jusqu'à samedi soir. Au programme 2 jours de concerts dédiés aux musiques extrêmes et au métal, parmi les artistes Rage Behind, Novelist ou encore le groupe The Butchers Rodeo. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Mes années noires de regret. Organisé par Métasauce et La Batterie, les concerts auront lieu vendredi dans la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux et samedi à la Batterie de Guyancourt. Des places sont encore disponibles. Et toujours en musique, mais dans un autre style, ce week-end, Gabrielle, c'est la fin du festival Blues sur scène. Oui, et il vous reste 3 dates, Mathilde, avant la clôture du festival. Vendredi à Achères, vous retrouverez les Lehman Brothers. Samedi soir, c'est Dirty Deep qui se produira à Limay. Dernière date, dimanche à 17h à Mantes-la-Ville, avec en première partie Lucie, un groupe yvelinois. Depuis 24 ans, le festival itinérant Blues sur scène a pour vocation de développer la musique blues dans le Mantois. Depuis sa création, plusieurs centaines d'artistes internationaux et français se sont produits dans la vallée de la Seine. Direction Chanteloup-les-Vignes à présent pour les Fantaisies musicales 2023. Oui, samedi à 20h, l'orchestre classique de l'Alliance se produit au centre artistique Le Phénix de Chanteloup-les-Vignes. Au programme, une soirée de concert avec pour thème la rencontre de la musique classique et des valeurs de l'olympisme. Engagé et innovant depuis 2017, l'orchestre de l'Alliance propose des concerts itinérants dans les Yvelines. Objectif, partager la musique classique avec tous les publics, même les plus éloignés.
Après la musique, de l'art, ce sont les derniers jours pour profiter de la 23e Biennale d'art photographique du Chesnay-Rocancourt. Oui, et cette année, ils étaient 51 photographes à avoir répondu présent pour exposer sous forme d'un 4 images. Entendez, 4 images cohérentes pour partager une émotion, un souvenir, un regard ou un moment dans le temps. Pour clôturer l'exposition photographique qui a lieu tous les 2 ans, le Chesnay-Rocancourt accueille samedi Olivier Morin, reporter photographe à l'agence France Presse depuis 1990. Invité d'honneur de cette édition, il viendra échanger avec les visiteurs autour d'une conférence. Et vous souhaitiez terminer avec une dernière idée, Gabrielle, au château de Maisons-Laffitte. Oui, pour terminer, Mathilde, je vous propose un spectacle immersif pour redécouvrir le célèbre conte de la Belle et la Bête pendant 1 heure au travers d'un parcours spectacle au sein du château de Maisons. Une quinzaine de scénographies retrace la célèbre histoire d'amour, une parenthèse animée par le jeu d'une centaine d'acteurs, costumes, décors, accessoires et musique. L'immersion est complète, l'occasion de savoir s'ils vécurent vraiment heureux jusqu'à la fin des temps. On regarde la bande-annonce. Y a quelqu'un ? Je tiens à connaître le visage de l'homme à qui j'abandonne ma vie. Bon, et puis pour les plus terre-à-terre, c'est aussi l'occasion, Mathilde, de redécouvrir le château de Maisons sous un autre regard. Eh bien, merci beaucoup, Gabrielle Gontier, pour toutes ces idées. Est-ce que vous êtes fan de modélisme ? Alors fan, je sais pas, en tout cas on l'a découvert grâce à nos invités la semaine dernière, c'était plutôt intéressant. En tout cas, ça fait fureur dans les Yvelines, Gabrielle. L'engouement est bien présent. Le week-end dernier, 2 événements ont lieu à Fontenay-le-Fleury et à Montigny-le-Bretonneux. Un rendez-vous très attendu par les passionnés. Mélanie Poquet et Régine Ralèche sont allées à leur rencontre. Jacques est tombé dans la marmite depuis tout petit. Passionné des chemins de fer, il a intégré les Passionnés du train, une association de modélisme ferroviaire. Ça permet d'aborder tout un tas de techniques différentes. La menuiserie, le décor, l'électricité, l'électronique. Quelques mètres plus loin, c'est une histoire similaire que raconte Erwan. Ce passionné a commencé à construire son bateau à l'âge de 15 ans, un bateau qui a nécessité plus de 500 heures de travail. Erwan a réussi à transmettre sa passion à son fils. J'ai mon fils qui est derrière moi, qui s'occupe de l'écolage pour les petits, avec son bateau. On l'avait construit ensemble quand il avait 4-5 ans. Il a fait un autre voilier entre 7 et 8 ans. Et maintenant, il donne des conseils aux petits jeunes pendant les expos. Du côté de Fontenay-le-Fleury, c'est l'aviation qui fait rêver. L'association Modélisme et Loisirs Techniques promeut le modélisme aérien. Quand on a les jeunes, c'est aussi, on part au début de quelque chose qui fait rêver, un avion qui vole, puis ensuite on va plus dans le détail avec eux de pourquoi ça vole, comment on le construit et comment on les accompagne pour que éventuellement ça puisse devenir une passion. La passion dépassait les simples exposants. À Montigny-le-Bretonneux, plus de 5000 visiteurs sont venus admirer les modèles. En 2024, le club de Fontenay-le-Fleury organisera les championnats de France. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le soleil devrait revenir dans les Yvelines du côté de Versailles et de Mantes-la-Jolie. Par contre, le ciel sera toujours bien couvert dans le secteur de Rambouillet et de Houdan. Au niveau des températures, il fera en moyenne 9 degrés sur l'ensemble du département. Dans l'après-midi, le soleil sera présent dans toutes les Yvelines. Côté température, comptez 9 à 10 degrés en moyenne. Et concernant les prévisions météo de ce week-end, samedi, profitez bien du soleil. Il sera là toute la journée. Niveau température, ça se refroidit d'un coup, comptez en moyenne 4 degrés le matin et 7 degrés l'après-midi. Dimanche, la grisaille sera de retour et les températures seront également froides, couvrez-vous bien. Il fera en moyenne 3 degrés le matin et 6 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8.
Samedi, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour en parler avec nous, Jonathan Portier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'association France Victimes 78. Depuis le début de l'année, 95 femmes ont été tuées en France par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Ce chiffre vous évoque quoi? C'est un chiffre terrible qui, pour le coup, ne devrait pas exister, mais qui malheureusement existe encore. C'est vrai qu'il y a des changements au niveau des politiques d'aide aux victimes qui vont en faveur de cette protection-là pour éviter d'en arriver là. Mais malheureusement, on est encore confronté à ce fléau aujourd'hui. Quelle est la situation dans les Yvelines? Est-ce que la tendance baisse ou elle augmente? C'est difficile à vous répondre puisque nous, d'année en année, effectivement, on reçoit de plus en plus de personnes. Après, vous dire si c'est une augmentation des faits ou alors une libération de la parole, là, c'est plus difficile de juger. En tout cas, de plus en plus de personnes s'autorisent à parler et à dénoncer les faits. En tout cas, ça prouve bien que cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, elle est toujours primordiale aujourd'hui. Effectivement, ça permet de remettre aussi sur le devant de la scène un petit peu cette problématique, même si c'est devenu quand même une priorité aussi au niveau gouvernemental. Pour l'opinion publique aussi, c'est important à ces occasions-là d'en reparler, de resensibiliser aussi le public. Et si vous êtes victime ou témoin d'une personne en situation de violence conjugale, plusieurs numéros et sites internet existent dans les Yvelines. Ils sont en train de s'afficher. N'hésitez pas à vous faire aider au sein de votre association, Jonathan Portier. Comment est-ce que vous soutenez les femmes qui sont victimes de violences ? Alors nous, on a deux volets d'intervention. On a des juristes et des psychologues. Donc les juristes ont pour mission d'informer les victimes sur leurs droits, qu'une procédure judiciaire ait été lancée ou pas, pouvoir accompagner dans ces démarches judiciaires, donc pouvoir faire aussi le lien avec les autorités, police, gendarmerie, tribunal. Du coup, on a le volet aussi psychologique avec des psychologues qui sont spécialisés dans le traitement du psychotraumatisme et qui vont pouvoir accompagner dans la durée les victimes pour passer au-delà, si je peux dire, des conséquences de l'infraction et pouvoir aller mieux au quotidien. Et justement, les femmes, elles peuvent venir à n'importe quel moment franchir les portes de l'association, elles seront toujours accueillies? Alors, ça dépend des lieux de permanence, mais effectivement, on a des lieux sans rendez-vous et avec rendez-vous. Donc le mieux, c'est soit effectivement de nous appeler, de nous contacter par mail pour pouvoir prévoir un temps aussi dédié pour pouvoir accueillir la parole et pouvoir enseigner au mieux. Vous mettez en place aussi des groupes de parole, de la sophrologie, de la self-défense. Tous ces outils sont nécessaires? C'est des outils complémentaires, effectivement, par rapport aux missions principales qu'on peut avoir. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des besoins qui pouvaient être autres. Et donc, on essaie de développer des dispositifs qui vont venir compléter un petit peu cet accompagnement et participer à la reprise un petit peu active des personnes victimes dans leur vie. Combien de femmes vous avez accompagnées environ cette année ou l'année dernière? Alors effectivement, l'année dernière, sur la thématique des violences conjugales intrafamiliales, on a accompagné à peu près 1500 personnes. 1500 personnes, c'est un chiffre conséquent. C'est en hausse. Enfin, tout à l'heure, vous nous expliquez que c'était compliqué d'évaluer, mais au niveau local, c'est en hausse, c'est stable. En tout cas, nous, au niveau de l'association, ça augmente effectivement un peu plus chaque année. C'est vrai que nous, on regarde aussi ces chiffres de près, puisque notre association, elle est dite généraliste, puisqu'on accueille toute victime d'infraction pénale, donc pas forcément uniquement que les femmes victimes, mais du coup, ce public-là représentait, moi quand j'ai commencé il y a 8 ans maintenant, un peu moins de 30% du public qu'on accompagnait, maintenant on est à plus de 40%. Et vous arrivez à suivre au niveau du nombre de bénévoles ou de personnes qui vous aident au sein de l'association? Oui, du coup là on a une équipe salariée qui s'est renforcée d'année en année. Actuellement on est 3 psychologues, 3 juristes et moi à la direction et aussi de formation juriste, donc qui tient aussi des permanences au quotidien.
Vous parlez du chiffre très important. Est-ce qu'il y a un profil type où ça touche vraiment toutes les classes sociales? Ça touche tout le monde. Pour le coup, c'est vrai que c'est un peu des idées qu'on peut avoir que ça peut concerner, bon, déjà soit que les femmes, mais qu'une catégorie de classe sociale ou autre. Et en fait, on se rend compte, nous, en pratique, que quel que soit le milieu dont on vient, en fait, ça peut arriver. Et d'après votre expérience, est-ce que c'est toujours un tabou de dire à ses proches j'ai été battue ou je suis battue par mon conjoint? Il y a une appréhension, effectivement, du regard de l'autre, la peur d'être jugé. Et c'est ce qui aussi peut empêcher les personnes d'en parler autour d'elles, mais aussi de faire les démarches. Et la peur aussi de ne pas être crue. Et ça peut du coup toucher n'importe quelle femme. Comment faire pour que ça s'arrête? Déjà en parler. Oui. Je pense que c'est la première étape. Nous, on se rend compte que la démarche même d'appeler l'association, qui est un lieu confidentiel, sécurisant, est compliquée. Donc on essaie d'avoir aussi une action un peu proactive envers les personnes victimes. Et effectivement se tourner vers les acteurs qui peuvent accompagner à la fois au niveau psychologique, juridique, mais aussi social, qui va venir de façon globale accompagner et aider les victimes dans leur démarche. Vous parlez des acteurs. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec les autres associations du département, la préfecture, le tribunal, la police? Oui, c'est vrai que dans les Yvelines, on a cette chance en tout cas d'avoir un maillage entre les partenaires qui est très présent, très fort. Donc en fonction des secteurs, on a des réseaux aussi qui se sont créés sur la thématique des violences conjugales et qui va permettre aux professionnels qui ont des difficultés par rapport aux personnes qui peuvent recevoir d'échanger un petit peu sur ces problématiques et ensemble trouver des solutions. Ce qui permet après au quotidien de fluidifier aussi les orientations et du coup permettre un accompagnement qui est global. Et justement, on parle des femmes, et derrière ces femmes, il y a souvent des enfants également. Est-ce que vous les prenez en charge ou vous les tournez vers d'autres associations? Alors, autant qu'on est en capacité de le faire, on peut, puisque notamment je pense au volet psychologique où les psychologues peuvent accompagner les enfants à partir de 6 ans. Après, on n'a que 3 psychologues donc, qui vont pouvoir prendre en charge qu'une personne de chaque, enfin un membre de chaque famille. Donc s'il y a des demandes avec des familles qui sont de plus de 3, on va après se mettre en lien avec les autres associations d'aide aux victimes du département pour pouvoir proposer aussi un accompagnement à toute la famille. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Portier, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, je le rappelle, si vous êtes victime ou témoin d'une personne en situation de violence conjugale, n'hésitez pas à vous faire aider. Plusieurs numéros s'affichent sur votre écran. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous.